Bienvenue au cours de rattrapage. Dans cette vidéo, on va parler des méthodes physiques d'analyse de systèmes chimiques. En première partie, on va voir tout ce qui est dosage par étalonnage. En fait, il y en a deux à l'intérieur. Voilà. En deuxième partie, on va voir la détermination de la quantité de matière d'un gaz. Et en troisième partie, on finira par voir les méthodes de spectroscopie. Encore une fois, là, il y en a deux, donc c'est pour ça que ça pouvait faire 5 parties en total. Voilà. Cette partie-là a été grosso modo quand même très faite dans l'ancien programme de Terminal S, donc vous pourrez aussi, je vous mettrai en lien la vidéo de Terminal S que j'avais faite à ce sujet-là. Alors, un dosage par étalonnage, déjà, il faut savoir ce que c'est. Un dosage par étalonnage, le but du jeu, le but de la manœuvre plutôt, c'est de pouvoir déterminer la concentration d'une solution en mesurant une grandeur. Et pour ça, on a eu un étalonnage, c'est-à-dire qu'on va mesurer différentes concentrations, différentes grandeurs à des concentrations connues. Et ensuite, on va mesurer une concentration inconnue. Grâce à cette grandeur-là, on va pouvoir retrouver cette concentration parce qu'on connaît d'autres gammes dans l'étalonnage. Pour information, vous avez déjà plus ou moins fait ça en seconde ou en première, c'est quand on fait une échelle de teinte. Et quand on fait une échelle de teinte, on a différentes couleurs, c'est plus ou moins foncé en fonction de la concentration. Et on arrive à déterminer un encadrement de la concentration en la situant entre deux couleurs et donc du coup entre deux concentrations. Là ici, ça va être plus précis puisque grâce à ces différentes mesures physiques qui sont liées à la concentration, on va pouvoir retrouver la concentration exacte, ou du moins presque exacte. Alors la première technique de dosage par étalonnage, c'est le dosage par spectrophotométrie. La grandeur qu'on va mesurer, c'est l'absorbance. L'absorbance, c'est la mesure grâce à un spectrophotomètre. Le principe de l'absorbance, en fait, c'est de dire quelle capacité a la solution à absorber la lumière qu'on lui envoie. Pour cela, il va falloir qu'on se fixe à une longueur d'onde donnée. Parce que si on prend plusieurs longueurs d'onde, l'absorbance, ça va varier en fonction de la longueur d'onde. Donc on se fixe à une longueur d'onde donnée. En général, la longueur d'onde où l'absorbance est la plus grande. Parce que comme ça, on sera le plus précis. Les variations seront plus importantes. La loi de Beer-Lambert va relier l'absorbance avec la concentration. On dit que A est égal à K fois C. Ou même en fait, de façon un peu plus précise, A est égal à epsilon fois L fois C. C étant la concentration, L la largeur de liquide traversé, et epsilon ce qu'on appelle le coefficient d'extinction molaire, c'est-à-dire en gros la capacité qu'a notre solution à absorber en fonction de sa concentration. Pour déterminer la concentration de cette façon-là, c'est vraiment pas très compliqué. On va prendre plusieurs solutions dont on connaît les concentrations, on va mesurer l'absorbance pour chacun, et comme ça, on aura un beau tableau avec différentes valeurs. Une fois qu'on a ces valeurs-là, on a deux façons de réussir à trouver notre solution inconnue. Notre solution de concentration inconnue, on va mesurer son absorbance. On l'a trouvé, maintenant on l'a. Une fois qu'on l'a, soit on prend le tableau, on en fait un graphique qui donne l'absorbance en fonction de la concentration, et on reporte l'absorbance de notre solution de concentration inconnue pour retrouver sa fameuse concentration qui deviendra connue. L'autre moyen, c'est de calculer le K moyen, parce qu'en fait, on sait que A est égal à K fois C, étant donné que la largeur de la cuve est toujours la même, ça se relie juste à K. Donc cette constante-là, on va la calculer. On fait juste A divisé par C pour chacune des valeurs, on fait la moyenne, et après on la réutilise dans la formule en retrouvant C à partir de A, puisque C est égal à A divisé par K. Voilà. Donc voilà comment on peut faire avec la spectrophotométrie. L'autre type de dosage, c'est le dosage par conductimétrie ou conductimétrie. Là, cette fois-ci, ce qu'on va mesurer, c'est la conductivité d'une solution, qu'on va noter dans ce cas-là sigma, c'est une espèce de truc comme ça, c'est le S de l'alphabet grec. Et bien, cette conductivité, on va la mesurer avec un conductimètre. La conductivité, c'est la capacité qu'a une solution à conduire le courant. En fait, elle s'exprime en Siemens par mètre, S.M-1, Siemens étant un chimiste, et c'est elle qu'on va mesurer. Alors, si on prend une solution ionique, ceux qui conduisent le courant, c'est évidemment les ions qui sont présents à l'intérieur. Et on sait que du coup, cette conductivité est proportionnelle à la concentration des ions. Mais ça dépend aussi du type d'ion. Donc on va noter en fait que sigma, c'est lambda I, qui est en fait la conductivité molaire ionique correspondant à un ion donné, fois la concentration de l'ion. Ce qu'on va noter donc du coup vulgairement, parce que tous les ions vont participer, certains dans un sens, certains dans l'autre d'ailleurs. Et donc du coup, on va avoir que sigma, c'est égal à la somme des lambda I xi, I étant la variable qu'on va faire varier pour dire si j'ai deux ions en solution, ça sera l'ion 1 et l'ion 2, et puis après on aura, s'il y a trois ions, l'ion 1, l'ion 2, l'ion 3, etc. Si la solution est assez diluée et ne contient qu'un seul soluté ionique, par exemple j'ai de l'eau salée uniquement, donc on n'a que Na+, et Cl-, on n'a que le NaCl à l'intérieur, eh bien on va pouvoir résumer cette relation, et ça sera un peu plus simple, par la loi de Kohlrausch, qui dit qu'en fait sigma est égal à K fois la concentration. Kohlrausch
Bref, c'est la loi de Colrausch. Pour retrouver la valeur d'une concentration d'une solution inconnue, on va utiliser le même protocole que pour l'absorbance, c'est-à-dire je mesure différentes conductivités pour des solutions de concentration connues. Soit je fais un graphe, soit je calcule le K moyen, et à partir de la mesure de la conductivité de la solution de concentration connue, on pourra retrouver sa valeur de sa concentration. Pourquoi on a mis ça dans les méthodes d'analyse physique? C'est parce qu'en fait, un gaz à l'échelle microscopique, ce sont plein d'entités qui sont en mouvement désordonné et qui font pression sur des parois potentiellement. Eh bien, à l'échelle macroscopique, on peut mesurer quelque chose de ce gaz-là. On a plusieurs grandeurs d'ailleurs qu'on peut mesurer. C'est son volume, sa température et sa pression. Ce sont ces valeurs-là qu'on peut mesurer, mais on ne peut pas mesurer directement, par exemple, la quantité de matière. Le but de la manœuvre, c'est de relier la quantité de matière avec ces grandeurs qui sont mesurables. Eh bien, il y a une équation, qui est l'équation d'état des gaz parfaits, qui nous dit que la pression, le volume, la quantité de matière et la température sont reliés par une équation assez simple qui dit que PV est égal à N fois R fois T. Boum! P, c'est la pression en pascal, on connaît. V, c'est le volume, cette fois-ci, il est en mètres cubes. Attention, il faut faire attention. N, c'est la quantité de matière, c'est en mol. Et puis T, c'est la température qui va être ici en Kelvin. En Kelvin, pour faire la différence entre Kelvin et degrés Celsius, il faut juste enlever moins 273. Enfin, il faut rajouter 73 à notre température en degrés. Par exemple, 0 degré, c'est 273 Kelvin. Et R, eh bien, c'est la constante des gaz parfaits qui a une valeur que je vous affiche parce que je ne la connais pas par cœur. À partir de là, on va pouvoir retrouver N à partir de la mesure des autres grandeurs, R étant une constante, les autres étant mesurables, eh bien on aura par exemple N est égal à P fois V divisé par RT. Ça c'est pour retrouver la quantité de matière. Mais on peut aussi retrouver la température si on connaît la pression, le volume et la quantité de matière, ainsi de suite. On remarque aussi qu'on retrouve une relation qui est assez vieille, celle de la loi de Boyle-Marilotte, qui nous dit que la pression fois le volume est égale à une constante. Et en fait, oui, parce que si on est dans une enceinte où il ne s'échappe pas de gaz, donc du coup la quantité de matière est constante, et puis si la température est constante, eh bien on va voir que si j'augmente la pression, le volume diminue, et vice-versa. Donc ça marche bien. À partir de cette équation d'état, on remarque aussi une chose, c'est que pour une température fixée, si on prend par exemple 20 degrés Celsius, eh bien le volume d'une mole prend toujours la même place. C'est ce qu'on appelle le volume molaire. Alors si par exemple je veux retrouver le volume, eh bien je vais avoir V est égal à, que je ne dise pas de bêtises, que je suis en train de le faire de tête en même temps, voilà, est égal à nRT divisé par P. Or si on prend, on veut chercher le volume pour une mole, eh bien Vm, le volume molaire, est égal à RT sur P. À partir de là, on aura le même volume molaire pour tous les gaz s'ils sont à une température de 20 degrés Celsius et une pression atmosphérique de 1. Et donc on retrouve le volume molaire qu'on a déjà vu en première, qui nous dit que le volume molaire vaut à peu près 24 litres par mol à 20 degrés Celsius, la pression atmosphérique normale, basique, 1 bar quoi. Donc, la spectroscopie, c'est l'analyse d'un signal lumineux, ou du moins d'un spectre émis ou absorbé par une espèce chimique. On a deux types de spectroscopie qui vont nous être utiles dans ce cas-là, c'est la spectroscopie UV visible et l'autre qu'on va voir juste après. Alors la spectroscopie UV visible, le principe est assez simple, on l'a fait quand on a fait la loi de Beer-Lambert par exemple. Le but du jeu, c'est d'envoyer un spectre d'ondes lumineuses entier, entre UV et visible, donc ultraviolet visible, et on regarde à quelle longueur d'onde l'absorption est la maximale, et cette longueur d'onde d'absorption maximale est caractéristique de l'espèce chimique qu'on est en train d'étudier. C'est vachement pratique. Après, c'est tabulé, bien sûr. On peut pas le savoir. L'autre spectroscopie, c'est la spectroscopie infrarouge. La spectroscopie infrarouge, en fait, elle va nous donner la transmittance en fonction du nombre d'ondes. C'est un peu compliqué dit comme ça. Alors la transmittance, en fait, en gros, si vous avez une transmittance de 100%, eh ben, c'est qu'il n'y a eu aucune absorption. La transmittance, c'est ce qui est transmis. Et ça va avoir un spectre dit infrarouge. Alors on l'a mis dans l'autre sens, c'est juste pour mieux l'étudier. Et ce spectre infrarouge, en fait, il est dû à des réactions à l'intérieur des molécules. Alors, ce n'est pas des réactions chimiques, c'est des réactions physiques. Grosso modo, quand vous avez une liaison entre deux atomes, cette liaison, elle peut bouger de différentes manières. Si c'est une liaison simple entre un atome A et un atome B, cette liaison peut faire un effet ressort. Et cet effet ressort-là, en fait, c'est de l'énergie qui est libérée, et cette énergie-là correspond à une longueur d'onde qui va dans l'infrarouge. En fonction du nombre d'ondes auquel on observe une bande ou un pic, etc., suivant la largeur, etc., on peut savoir quel type de liaison apparaît, à quel type de liaison on a affaire.
Ça nous permettra après de pouvoir déterminer si l'espèce chimique qu'on a fabriquée, par exemple dans le cas d'une synthèse, ou l'espèce chimique qu'on est en train d'étudier, elle contient tel ou tel type de liaison, telle ou telle fonction organique. Voilà. C'est fini pour ce cours de rattrapage sur de la chimie, mais analytique, puisqu'on est vraiment sur des méthodes d'analyse physique. Il y a la méthode d'analyse chimique qui va arriver, rassurez-vous. Je vous invite à vous pouvez vous abonner, etc. Vous connaissez le topo. Je vais pas le refaire à chaque fois, mais je le refais à chaque fois. Je vous laisse avec une citation de Linus Pauling, qui était un chimiste aussi assez reconnu, qui dit que le meilleur moyen d'avoir une bonne idée, c'est d'en avoir beaucoup.